Bonjour, merci pour être là pour ces cours brefs, 6 séances en principe en tout, qui est un cours un peu particulier puisque ce sera un peu un mélange de réflexion épistémologique et de résultats techniques. J'essaierai à chaque fois, quand il y a quelques techniques mathématiques, d'être aussi explicite que possible, parce que très souvent, par rapport surtout aux philosophes, il peut y avoir une barrière qui est purement symbolique. Donc il s'agit de clarifier quelques signes, quelques notations. Évidemment, parfois ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une expérience et la preuve. Mais je ferai de mon mieux pour que le cours soit accessible aussi à des élèves, des étudiants, s'il y en a qui n'ont pas explicitement une expérience universitaire de type mathématique. En tout cas, je vais alterner donc encadrement conceptuel, réflexion philosophique et aspect technique sur toutes les séances, à l'exception de celle-ci qui sera purement philosophique. Je vais faire une réflexion introductive avec en partie un caractère historique et aussi un contenu, disons, de type épistémologique. La prochaine, au contraire, sera nettement plus technique. J'essaierai de donner les grandes lignes explicites et techniques du théorème de Gödel, qui est un peu le point crucial du cours, car il motive cette analyse de l'incomplétude de l'indécidabilité. Je voudrais remarquer par une remarque que l'on trouve chez Galilée, dans le dialogue sui massimi sistemi, il y a un dialogue entre Salvati, qui est Galilée lui-même, et Simplicio, qui est l'aristotélicien. Et Simplicio dit les maths, c'est pas très bon, puisque si on prend une sphère physique, on l'appuie sur un plan, sur une table, elle ne va pas toucher ce plan sur un point. Et Galilée lui dit, mais non, c'est pas ça. Pour faire des maths, il faut défalcare les bagagli, il faut enlever les frictions, il faut enlever les détails. Et dans ce cas-là, on analyse, on fait une théorie générale du volume, on ne peut la faire que dans le cas de la sphère abstraite et parfaite. Puis évidemment, même du point de vue mathématique, on pourra ajuster la compression qui se fait d'un côté sur la table ou pas. Mais les maths en elles sont cette science qui s'y constitue en dehors de ces détails, justement pour donner une théorie générale. Moi, je dirais la même chose d'une façon légèrement différente. Je dirais que les mathématiques sont toujours une science à la limite. C'est à la limite que les Grecs pensent la ligne sans épaisseur, qui n'est pas dans le monde, elle est hors du monde. Toutefois, elle est au cœur de la construction de la géométrie euclidienne. C'est une définition même. Mais cette pratique de la limite est propre aussi aux physiques mathématiques de Galilée. Si vous pensez par exemple les principes d'inertie chez Galilée, il pense au sublunaire, c'est sur la Terre. Aristote a parfaitement raison, si vous arrêtez de pousser un objet, il s'arrête. Et toutefois, Galilée invente le mouvement rectiligne uniforme, un principe d'inertie, une conservation de l'énergie en termes modernes et physiques, qui n'est pas dans le monde, il est à la limite. Mais justement, puisque le mouvement inertiel est à l'horizon, à la limite de tous les mouvements, il les englobe tous et les rend tous intelligibles d'un seul coup. C'est ça le passage crucial de la construction mathématique en sciences et en physique en particulier. On passera souvent à la limite. En fait, un des résultats importants que je vais vous raconter est de corrélation entre l'indécidabilité logique et l'aléatoire physique. Il sera donné de façon asymptotique. C'est à la limite qu'on comprend. Mais la limite va rendre intelligible tous les segments finis. Galilée aussi insiste sur le fait que les livres de la nature, la philosophie de la nature, est écrite dans le langage mathématique. Mais de quoi parle-t-il? Il dit explicitement, il dit les triangles, les cercles, les figures géométriques d'Euclide, puisque c'est ça, le fondement pas seulement des mathématiques, mais du rapport entre les mathématiques et la physique. Et il y a derrière tout cela le cœur de la construction d'Euclide, qui est une action humaine à la limite de Dieu, avec ses lignes sans épaisseur, les points sans dimension, avec une règle et un compas qui ne sont pas ceux du menuisier, ils sont gérés par l'homme, par ses gestes, mais dans cette situation limite qui est propre à la géométrie euclidienne. Et ces gestes corrèlent d'une façon unitaire l'espace de l'action, où on fait ses constructions, avec règles, compas, translation, rotation, tout ce qu'il faut pour faire la géométrie euclidienne, et corrèle cet espace de l'action humaine
à l'espace physique. Et par quel biais? Par le cinquième axiome. C'est ça qui compte plus que tous. Pourquoi? Puisque le cinquième axiome est équivalent à ce que Klein verra être la fermeture par homothétie, c'est-à-dire élargissement, rétrécissement, qui fait que quand on démontre un théorème dans l'espace de l'action, à portée avec la règle le compas, ce théorème est valable sur les atomes des Démocrite ou sur les étoiles. Donc, la somme des angles internes d'un triangle est 180 degrés partout. C'est le cinquième axiome qui est équivalent à cette fermeture par les groupes, dans les groupes des endomorphismes, des automorphismes, par les homothéties, qui appartiennent aux automorphismes seulement de la géométrie euclidienne. Donc, les fondements de l'action sont les mêmes, de l'action de l'espace humain, de la règle du compas, sont les mêmes des fondements de l'espace physique en toute échelle. Et c'est ça qui se casse tout d'un coup, car avec la naissance des géométries non euclidiennes, ces certitudes de l'absolu newtonien en coordonnées cartésiennes dans lesquelles évoluent les figures d'Euclide. La géométrie d'Euclide n'est pas une géométrie de l'espace, il faudra les cartes et puis Newton pour avoir ça. Mais ces certitudes sont tout à coup ébranlées par la naissance des géométries euclidiennes. Mais celles-ci ne sont pas en jeu sur le cinquième axiome. L'audace de Gauss d'abord, et puis surtout de Riemann, c'est de voir en cela un outil pour faire de la physique. Et ils le disent explicitement. À la fin de son introduction, en 1854, Riemann va dire que les forces cohésives entre les corps physiques doit être corrélée à la métrique. Et par son théorème du tenseur métrique, cette métrique est corrélée à la courbure de l'espace. Donc, il envisage ce qu'avec Einstein, il viendra une massive géométrisation de la physique, mais aussi physicalisation de la géométrie, par ricochet. Et dans ce cadre, justement, la courbure non nulle, c'est-à-dire être en dehors du cadre euclidien, qui est le cadre limite singulier de la courbure zéro, et dans ce cadre-là, il y a la physique. C'est-à-dire les variétés spatiales intéressantes sont justement les variétés non euclidiennes. C'est ça, les tournants absolument incroyables qu'on réalise mal, puisque pendant 2500 ans, il n'y avait presque pas de questions fondationnelles en mathématiques. C'était ce que je disais tout à l'heure, la corrélation entre mathématiques et espace de l'action et espace physique, il est en fondement d'un seul coup de la physique et des mathématiques. À cela s'ajoute, comme exigence fondationnelle aussi, la richesse et, disons, la confusion de mathématiques du 19e siècle, richissime, mais avec plein de théorèmes faux ou de théorèmes bien vrais, mais mal énoncés ou démontrés de façon incomplète. Je vous rappelle, entre autres, il y en a beaucoup, Cauchy, qui croit avoir démontré qu'une suite, une somme d'une série de fonctions continues et continues, mais dans sa preuve, en fait, il utilise l'uniforme convergence, alors c'est vrai, mais tout est en jeu de quantification mal faite. Il existe pour tout, au lieu de pour tout, il existe, et ainsi de suite. C'est pour ça que la réponse des fondateurs de la logique mathématique est absolument nécessaire à l'époque. Frege, en effet, commence, entre autres, par clarifier le rôle de la quantification. Donc, il existe pour tout, sont données par des règles logiques encadrées avec rigueur, 1884, donc on est 30 ans après Riemann, dans son livre sur les fondements de l'arithmétique. Et pourquoi fondement de l'arithmétique? Eh bien, les fondateurs de la logique mathématique sont explicites, Frege le dit, puisqu'on est dans une situation de délire pour ce qui est le rapport entre l'intuition de l'espace et la géométrie riemannienne, les géométries non euclidiennes. Donc, il faut trouver ailleurs les certitudes des fondements des mathématiques. Cette même préoccupation, le problème de la crise des fondements, la vraie crise des fondements, celle de la naissance de la géométrisation de la physique, la géométrie non euclidienne, est reprise par Hilbert. Son premier et de loin le plus important de ses livres sur les fondements, c'est le fondement de la géométrie, qui n'est pas seulement en réponse à la crise, mais aussi l'invention d'une nouvelle méthode, la méthode axiomatique. Donc Hilbert, ce qu'il fait, c'est d'axiomatiser les différentes approches à la géométrie, les différentes géométries non euclidiennes, la géométrie des arlésiennes, la géométrie d'Euclide, évidemment, et les corréler de façon formellement rigoureuse, les corréler entre autres. Et enfin, par voie analytique,
interpréter de façon, par on dirait une interprétation cohérente et conservative, ces axiomatiques dans l'axiomatique de l'arithmétique. C'est pour ça qu'en 1900, il posera les problèmes de la preuve de la cohérence de l'arithmétique comme un problème central. Non, oui, il est sûrement intéressé à l'arithmétique. Bon Dieu, l'arithmétique, c'est la théorie formelle des nombres. Mais ce qui l'intéresse, c'est que, ayant donné ces interprétations relatives des différences axiomatiques de la géométrie en arithmétique, une preuve de cohérence de l'arithmétique entraînerait la cohérence des différentes axiomatiques de la géométrie. Et la cohérence, pour Hilbert, est tout ce qu'il faut. Un système formel, une fois démontré cohérent, même si, par exemple, à des axiomes ou de preuves d'existence, cela garantit l'existence de l'objet mathématique. Et là, c'est aussi une autre remarquable nouveauté. Pour Frege, et pour la pensée, disons, dominante de type plus ou moins platonicien, l'existence mathématique est une question d'objectivité, une question d'ontologie. Pour Hilbert, c'est une question d'une preuve de cohérence dans le cadre d'une théorie qui donne, suppose ou donne cette preuve d'existence. C'est un changement radical, c'est-à-dire c'est une relativisation éminemment mathématique de la question de l'existence, sans besoin d'une ontologie, sans besoin d'une métaphysique d'aucun genre, sinon celle, évidemment, de la question du formalisme. Et évidemment, Hilbert aussi a son absolu à lui, c'est les signes finitaires, et même le concept de fini, qui se pose un peu hors du monde du point de vue du formalisme hilbertien. C'est la manipulation, le traitement finitaire des signes dans des cadres de théorie formelle qui permettra la déduction mathématique rigoureuse et complète. La différence par rapport à Frege, j'insiste, est très grande, puisque pour Frege, le signe est signifiant, la norme est une norme absolue, l'induction arithmétique est une loi logique, et donc il y a derrière toute une vision de la loi normative qui relie sur une ontologie importante. Et dans un certain sens, Frege reprend dans un discours de fondement de mathématiques une attitude newtonienne au moment où Newton est en train de s'écrouler dans les rapports entre mathématiques et physique, puisqu'il y a un absolu qui ne sera pas celui de l'espace et du temps, qui est celui de la pensée logique, qui est celui de l'induction arithmétique et qui est celui du concept de nombre, qui sera sous-jacent et qui donnera la certitude au fondement des mathématiques. En plus, pour Frege, l'arithmétique est catégorique, c'est-à-dire, enfin, il ne le dit pas dans ce terme, mais elle a un seul modèle. La théorie logique coïncide avec la structure mathématique. On verra qu'elle n'est même pas complète, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus faible, qui sera l'hypothèse plus modeste d'Hilbert, c'est-à-dire ne pourra même pas recouvrir la structure par la déduction de façon complète. Ça, ce sont les questions qui se posent à la fin du 19e siècle, au début du 20e, avec force. Et j'insiste, la force est due à ce tournant radical qui est la brisure épistémologique par rapport à la géométrie euclidienne et la mise en question de fond du rapport entre mathématiques et espace physique. Donc, réponse, sortons de l'espace physique, de l'espace de l'action, regardons le concept des nombres, l'arithmétique. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui le questionnement fondationnel. Et si ce cours-ci est grosso modo un cours de fondement, c'est pour d'autres raisons. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est une épistémologie, c'est-à-dire une analyse des racines, des parcours constitutifs, ou une analyse des principes, en particulier dans l'interface entre différentes disciplines scientifiques. Pour moi, le problème fondationnel, au moins le problème fondationnel que je pose dans ce cours, c'est une question de critique des fondements et des corrélations entre savoirs scientifiques, qui est tout autre chose. Attention, nous pouvons faire ça justement grâce aux efforts des logicistes et des formalistes. C'est puisqu'on a très bien clarifié la quantification existentielle universelle. On a proposé ces cadres axiomatiques absolument formidables pour les mathématiques. Formidables pourquoi? Unification de la notation, chose pas moindre. Une notion de rigueur limite, mais quand même une notion de rigueur formelle incomplète, on dira sans doute tout ce qu'on veut, mais quand même très claire et forte. Et ces cadres axiomatiques qui permettent aussi de traduire une théorie dans l'autre, de les comparer
de façon explicite et claire. Donc, nous pouvons regarder ailleurs grâce à ça. Ce n'est plus encore une question de certitude. On trouvera la certitude plutôt dans une analyse que j'appellerais cognitive, par exemple, de l'induction, qui est de tout autre genre. J'insisterai, comme on est arrivé à ceci, surtout grâce à des résultats négatifs. Les résultats négatifs auxquels je donnais plus d'espace et de temps, c'est le théorème de Gödel, un résultat qui dit non. C'est à l'idée que je vais expliciter de la complétude. Mais en fait, la première référence, et j'y reviendrai, puisque ce sera un des aspects du cours, c'est le résultat négatif, c'est le nom que Poincaré lui donne, que Poincaré démontre environ en 1890 sur les problèmes des trois corps, sur les dynamiques physiques. Les deux théorèmes paraissent très différents, ils le sont, pas de doute, mais je reviendrai sur le théorème de Poincaré pour introduire des éléments de la géométrie des systèmes dynamiques qui naît après Poincaré, et on verra de façon asymptotique une corrélation entre les deux, c'est-à-dire on peut donner une notion d'aléatoire mathématique dans le cadre de la géométrie des systèmes dynamiques, et là il faudra quelques définitions, quelques notions mathématiques. On peut donner une notion d'aléatoire dans le cadre des systèmes formels grâce au théorème de Gödel, c'est-à-dire ça sera une notion forte d'indécidabilité qui est possible grâce à l'indécidabilité gödelienne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que les deux notions, de façon asymptotique, et elles sont les deux des notions poursuite infinie, coïncident dans, évidemment, des cadres mathématiques adéquats. Donc, je ne veux pas corréler les théorèmes de Poincaré au théorème de Gödel, il n'y a aucune corrélation indirecte, évidemment, mais il y a une conséquence très importante de théorème de Poincaré, qui est l'aléatoire dynamique, une certaine forme spécifique qui s'appelle le Birkhoff, l'aléatoire à la Birkhoff, qui peut être donné en termes purement mathématiques, et là on fera une différence entre aléatoire physique et aléatoire mathématique. Puis on verra une conséquence de l'indécidabilité gödelienne, l'aléatoire dans la théorie des algorithmes qui s'appelle aléatoire à la Martin-Löf, qui est donc un aléatoire donné en termes purement mathématiques. On verra comme les deux, si on se met dans des bons contextes d'effectivité, des systèmes dynamiques effectifs, coïncident. Donc ça sera un des points importants du cours de corrélation de ces résultats négatifs qui sont des tournants de la pensée. Ce sont ces brisures épistémologiques, comme dirait Bachelard, qui font le moment de la construction scientifique. Et moi, je dirais le moment le plus important. Quand on dit non à un grand projet, si c'est un mauvais projet, c'est pas très important, mais quand c'est un grand projet, comme dans le cas de Poincaré, c'était le projet de Laplace, dans le cas de Gödel, c'est le projet d'Hilbert, évidemment, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Mais je ne crois pas que ce soit le seul moment, selon ces grands moments qui comptent du point de vue des résultats négatifs. Je crois que l'activité scientifique en tant que telle est toujours une vision critique de la connaissance de la théorie dominante. Donc, c'est ces déplacements du sens qui se font par la négation, par le non, qui sont une démarche presque quotidienne de la bonne science. Voilà, maintenant je vais vous présenter un cadre, une distinction importante qui se situe d'abord dans les mathématiques, je vais la transférer en physique, la différence entre principe de construction, construction conceptuelle et principe de preuve. C'est un peu l'axe qui fait démarrer et sur lequel s'articule le livre avec Francis Bailly, Mathématiques et sciences de la nature, dont vous trouvez les références sur ma page web. Vous voyez, en mathématiques, il y a une pratique de la construction conceptuelle qu'on peut faire certainement démarrer à Euclide. Je vous disais déjà, les translations, les rotations, les symétries sont des outils de construction des figures d'épreuve chez Euclide, mais surtout du contexte conceptuel général de la géométrie. De même, il y a l'engendrement des entiers comme principe de construction, la suite 1, 2, 3, 4, etc. Et par successeur, donc, la construction des rationnels, et ensuite, jusqu'à la limite, la construction de Cantor, la construction des réels. On ajoute les limites, une quantité non dénombrable des limites et des successions convergentes. Et toute l'objectivité des réels est dans cela. On n'a besoin d'aucune ontologie au-delà de l'objectivité propre à la construction. C'est tout ce qu'on a sur le réel, et c'est énorme. Mais c'est éminemment
un enchaînement des principes de construction conceptuelle. On commence par la sous-suite, le successeur, la division, les limites. Mais cela est enraciné à quelque chose de plus profond auquel je vais faire référence, c'est la pratique de la trajectoire quand on passe à la limite, la construction de la ligne chez Euclide. Et réfléchissez un instant comme arrive la géométrie grecque à cette audace incroyable de penser la ligne sans épaisseur. Aucune ligne est sans épaisseur. Saint Augustin dira au IVe siècle, ça n'existe pas, mais toutefois je la conçois. Pour lui, il la conçoit puisque Dieu l'a mise dans la mémoire avec l'image de Dieu lui-même. Mais les Grecs arrivent à cela puisqu'ils veulent faire une analyse des surfaces. C'est une géométrie, c'est une théorie des surfaces. Comment proposer une théorie générale des surfaces si on laisse une épaisseur au bord? Donc il commence par une théorie du bord sans épaisseur, et puis par cela, l'audace de dire la ligne sans épaisseur. Et les points sont aux extrêmes des segments, c'est une définition, ils sont aux extrêmes des segments, ou dans les intersections des lignes. Puis évidemment, Proclus va ajouter la définition de points sans dimension, mais Wittgenstein remarque fort justement que les points sont toujours dérivés chez Euclide, ou aux extrêmes des lignes, ou par une lettre en séméion. Chez Euclide, le point s'appelle signe, séméion. Par une lettre, une position sur une ligne ou l'intersection de deux lignes. C'est très différent. La géométrie d'Euclide ne commence pas par les points. Le point est un concept pratiqué comme dérivé. Il est donné comme définition, mais c'est une définition ajoutée par Proclus, qu'il appelle punctum. Ce qui est autre chose, c'est un séméion chez Euclide. Et donc, il y a derrière cela un parcours constitutif où je soulignerai l'aspect cognitif du jugement protensif et rétensif, la mémoire, la trajectoire, mais ce sont des discours que je vais faire. Donc, ce que je vais conduire à un certain moment, ce sera l'analyse d'une genèse constitutive du concept. Le principe de construction comme enraciné sur une genèse constitutive qui est ancrée, qui a des origines de type cognitive, évidemment qu'elle s'ajoute dans le langage un parcours aussi historique. C'est cela qui donne les mathématiques en tant que dessinées sur le voile phénoménal entre nous et le monde, toujours par ces passages à la limite infinie. Les Grecs n'ont pas un concept d'infini actuel, pas du tout. Par exemple, dans la preuve que les nombres entiers sont infinis, disons-nous, c'est pas comme ça qu'il le dit Euclide. Euclide dit « donne-moi un ensemble de nombres entiers ». Pour lui, ensemble, c'est toujours fini. Je peux te donner un nombre plus grand de n'importe quel élément de cet ensemble. Donc, c'est un infini potentiel, mais il pratique l'infini quand on dit la ligne sans épaisseur. Ça, c'est une limite de l'épaisseur qui tend à zéro. Ce sont donc ceux-là des principes de construction conceptuelle. Le bon ordre étant très important, j'y reviendrai, c'est-à-dire l'ordonnancement des entiers dans une suite discrète. Et puis, il y a les principes de preuve formelles. Ceux-là ont été mis en évidence tout d'abord par Hilbert. Les principes de preuve formelle se basent sur l'induction formelle, tout d'abord, l'induction logique. Par exemple, le modus ponens, la règle formelle de dérivation la plus basique qu'il y ait en logique. Dans un formalisme, elle est entièrement formelle dans le sens qu'une machine doit simplement contrôler l'identité de la première suite des signes A avec cette suite de signes A qui se trouve là, et une fois démontrer l'identité par sequence matching, sequence replacement de cette suite de signes, on peut écrire B sans aucune référence à la signification de la flèche. C'est ça, une règle éminemment formelle, exclusivement formelle, qui est au cœur d'une approche axiomatique et purement formelle de mathématiques. Et en fait, la calculabilité dans les années 30 nous dira, le lambda calcul en particulier, que pour faire cela, il suffit un contrôle d'identité des séquences, un sequence matching, et un remplacement des séquences, un sequence replacement. Je vais donner une interprétation de l'incomplétude en tant que décalage ont une suffisance, décalage entre principe de preuve et principe de construction. Ce sont les principes de preuve qui sont incomplets par rapport aux principes de construction. Mais cela, on ne peut pas se voir dans le théorème de Gödel, qui est un extraordinaire, remarquable, énorme théorème seulement d'indécidabilité. Il n'y a rien d'autre qu'un théorème d'indécidabilité. Il ne dit rien sur le problème de la construction de la preuve en dehors du formalisme. C'est là on pourra le voir en référence
à un ou deux théorèmes qu'on appelle concrets d'incomplétude, qui sont le théorème de normalisation ou le théorème de Friedmann-Kruskal, auquel je vais faire référence, je crois, grosso modo, la semaine prochaine. Donc, ce sont des énoncés pas banals de l'arithmétique que l'on démontre d'une façon essentielle par des principes de construction. Les principes de construction entrent de façon essentielle dans la preuve. L'indémontrabilité formelle, qui est très difficile, l'indémontrabilité formelle, qui est très difficile à démontrer, démontre que justement, on ne peut pas s'en passer. Donc, il y a cette intrication des principes de preuve et des principes de construction, quoique j'ai voulu faire un départage philosophique, mais en mathématiques, le jeu entre les deux est permanent. Les mythes formalistes, les seuls principes formels, auraient pu permettre de reconstruire complètement les énoncés, la preuve mathématique. Quand je racontais cette tentative d'intelligibilité du travail mathématique et des fondements de mathématiques à Francis Bailly, physicien théoricien, il m'a dit qu'il voulait essayer de revoir cela en physique, et ce qu'on a fait dans notre livre, avec un jeu entre mathématiques et physique, par rapport aux sciences de la nature, comme dit le titre. Et c'est quoi les principes de construction en physique? Il y a un grand principe de construction conceptuelle qui s'appelle les principes géodésiques. C'est-à-dire le travail du physicien, très souvent, la plupart du temps, doit être une reconstruction de l'environnement, l'espace, le système de référence, la métrique, où il puisse exprimer une trajectoire à l'événement physique comme extrémisation d'une fonctionnelle, par exemple de l'énergie, de l'hamiltonien, ou plutôt l'approche lagrangienne. Et en faisant cela, il reconstruit un cadre d'intelligibilité dans certains phénomènes, ce on essaiera de faire dans le cadre des dynamiques qui nous serviront à parler de l'aléatoire. C'est un principe de construction conceptuelle qui s'applique de façon transversale partout, puisque même en physique quantique, il n'y a pas de trajectoire dans l'espace-temps, et le principe géodésique s'applique dans la construction de l'équation de Schrödinger. Donc, ce n'est pas un espace-temps physique, c'est un espace, si possible, à dimension infinie, où il y a une évolution d'une fonction d'état qui est hors du monde dans un certain sens, mais là, l'équation peut être dérivée de l'hamiltonien, donc d'un principe géodésique. Donc il y a cette transversalité. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort. Et les symétries sont derrière cela. Grâce à des grands théorèmes des années 20, le théorème de Noether et les travaux de Hermann Weyl dans les années 30, on sait que les principes de conservation, en particulier la conservation de l'énergie, de laquelle on dérive le principe d'inertie, de laquelle on reconstruit les Lagrangiens et l'hamiltonien, les principes de conservation sont des conséquences des symétries des équations. Des équations du mouvement ou des équations qui traitent l'énergie-impulsion. Donc, il donne les principes géodésiques en termes de symétrie et qui permettent de minimaliser la variation d'énergie. Donc, les symétries, les mêmes symétries que vous avez vues, je mettais au cœur des constructions d'Euclide. J'aurais dû insister plus longtemps, puisque pas seulement les translations, les rotations, ce sont des automorphismes, donc des symétries du plan dans le cas d'Euclide, ce sont les outils de la construction euclidienne, mais vous pouvez relire tous les axiomes d'Euclide en termes de symétrie, y compris par exemple le cinquième, qui sur le plan euclidien donne la situation la plus symétrique. Avoir aucune droite parallèle à une autre par un point ou en avoir une infinité, c'est moins symétrique qu'en avoir une exactement ligne. Engendre moins de symétrie. Donc ces symétries qui sont derrière ou constituent ou permettent de rendre intelligibles les principes de construction de la géométrie d'Euclide, énormément plus en mathématiques, la théorie de catégories est tout un jeu de diagrammes et des symétries dans les diagrammes, pour dire une des choses les plus modernes dans les fondements en particulier ou dans les traitements mathématiques aujourd'hui. Les dualités et les adjonctions, ce sont des symétries. Ces symétries sont aussi au cœur des principes de construction physique, en passant au moins par le principe géodésique et beaucoup plus que ça. Très souvent, le physicien donne comme argument par symétrie. Pourquoi il y a l'antimatière? Par symétrie. La solution négative de l'équation de Dirac, qui est symétrique par rapport à la solution positive. Mais en physique aussi, il y a des principes de preuve. Nous avions vu les principes de preuve formels en mathématiques. Qu'est-ce qu'on peut appeler principe de preuve en physique? La preuve empirique. La preuve empirique, qui est très importante, bien évidemment. Or,
je viens donc de dire que les mathématiques et la physique partagent les principes de construction, au moins ont certains principes de construction en commun, mais se départagent nettement sur le principe de preuve. D'un côté, vous avez la preuve formelle, de l'autre côté, la preuve empirique. Mais si vous voulez, il y a une analogie de fond à faire. L'hypothèse formaliste de la complétude de la preuve formelle est tout à fait analogue, par symétrie, à l'hypothèse empiriste, extrême, de dire que la physique n'est qu'empiricité. C'est-à-dire que la reconstruction de connaissances en physique pourrait se faire entièrement par le rapport à l'empirie. C'est l'hypothèse empiriste, qui est une hypothèse de complétude des principes de preuve, une pratique de la preuve empirique, tout à fait analogue à l'hypothèse de complétude de formalisme qui s'est fait en logique mathématique ou qui se fait en mathématiques. Or, comme l'incomplétude nous dit que cette histoire n'est pas vraie, qu'on ne peut pas recouvrir les mathématiques par la preuve formelle, de même en physique, l'entrelacement entre principe de construction et principe de preuve est la raison de la richesse de la construction théorique. Probablement, la physique quantique est celle qui nous dit le mieux. Ça n'existe pas une empiricité pure, simplement puisque la simple construction de l'accès au monde de l'instrument de mesure demande un fort engagement théorique. L'instrument de mesure lui-même est le résultat d'une construction théorique. Il n'y a aucune empiricité pure. La théorie entre massivement dans l'engagement de connaissances en physique quantique. Je vous disais qu'au cœur du formalisme, de l'approche formaliste, il y a au moins un absolu, celui du fini, comme si le fini était quelque chose de hors du monde, de parfaitement stable. Sur ce qui était le fini pour Hilbert, il y a une longue discussion, je ne suis pas un historien. Hilbert était un mathématicien immense, une richesse, une variété de positions. J'ai l'impression que, en tout cas, la trace laissée ce qui compte. Donc, l'approche formaliste est une approche finitaire. Il y a un fétichisme, je dirais même, du fini. Et c'est là est la raison de fond de l'incomplétude. Manier le concept d'infini est au cœur des mathématiques. Comme je disais tout à l'heure, les mathématiques sont cette science à l'horizon, à la limite infinie, comme ses applications à la physique, en commençant par le principe d'inertie. Mais voilà, pour parler d'un enracinement historique dans le concept, un enracinement est un parcours historique sans lequel on n'aurait pas le concept. Prenez-le comme fondement ou pas, en tout cas pour moi c'est une composante d'une analyse épistémologique. Il y a l'enracinement métaphysique du concept d'infini. Il y a un très joli livre d'un de mes anciens collègues de Pise, Zellini, traduit en français comme Brève histoire de l'infini, où il raconte le débat qu'il y a sur l'infini actuel au XIIe et XIIIe siècle. Comme je vous disais, Euclide travaille au fini. Son segment n'est pas infini puisqu'il n'est pas fait de points, c'est un continu cohèse. Les points, je vous disais, ce sont des sémeillants, ce sont des signes sur des positions, sur l'intersection des lignes. Mais il a un infini potentiel, évidemment. Aristote démarre le débat et les aristotéliciens, en particulier saint Thomas, dans un affrontement dur avec Duns Scotus, discute de l'infini actuel, disant que c'est un concept positif, non pas négatif, et on arrivera à dire c'est le concept d'intelligibilité de Dieu en tant qu'infini actuel. En particulier, il y a le problème de la grâce de Marie, est-ce qu'elle est infinie ou pas? C'est une femme qui est finie, mais peut-elle avoir cet attribut infini? Eh bien, non, Dampier, l'archevêque de Paris en 1295, dira l'infini actuel, c'est un attribut positif de Dieu. Dieu peut l'attribuer à n'importe qui, même à la Madone, en tant que grâce pleine. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi seront brûlés sur le bûcher. C'est une position axiomatique forte, un contribut important à la clarification du concept d'infini, qui aura une retombée mathématique. Pourquoi? Ce débat qui n'est pas au hasard du rapport entre Dieu et la Madone, qui est l'intermédiaire sur la terre de l'infinité divine, va se répercuter sur la naissance de la géométrie projective.
dans le XVe siècle, le Quattrocento italien, où naît la perspective, les débats étaient explicités. Tous les premiers tableaux où il y a la perspective sont des annonciations. Les premières, c'est Masaccio, au début du XVe siècle, elles sont toutes disparues, mais c'est Alberti qui nous le raconte. Ensuite, son élève Piero della Francesca, mais aussi Beato Angelico. Ils ont la perspective tout d'abord dans les annonciations. Comme dit Alberti, ils mettent l'infini dans le tableau. Hein. C'est dans la perspective qu'on reconstruit Dieu dans le tableau, qui rencontre au fini la Madone qui reçoit l'annonciation. Puis Piero lui-même, Piero della Francesca, va évidemment généraliser cette technologie formidable à d'autres tableaux. Et donc ça, mais une technologie, puisque c'est ça, l'infini, comme toujours en mathématiques, sert à comprendre le fini. Hein. Il n'est pas question s'il est dans le monde ou pas. C'est un outil pour comprendre l'infini. Quand vous mettez le point de fuite au fond du tableau, vous comprenez mieux le fini. Hein. Mais c'est toujours comme ça, comme je disais tout à l'heure du principe d'inertie. Ceux qui fétichent le fini, veulent l'expulser, ne se rendent pas compte que c'est un outil tout d'abord de compréhension du fini. Et Newton et Leibniz seront encore plus loin. Pour comprendre le mouvement fini, la vitesse finie, ils feront une limite infinie, les calculs intégral. Hein. Mais certains disent qu'on pourrait l'expulser, par exemple, avec les méthodes d'éléments finis, certainement, on peut reconstruire une grande partie du calcul intégral. Mais ce n'est pas ça, c'est d'abord le concept. Et puis c'est faux, si on généralise à la physique, puisque si on pense à Boltzmann, hein, l'unification entre trajectoire newtonienne et thermodynamique, c'est fait par l'intégrale thermodynamique, qui est un passage à l'infini. C'est comme supposer que dans un volume fini, vous avez une infinité de particules. Et là, vous dérivez le deuxième principe, le principe d'entropie, en partant des trajectoires. Boltzmann unifie, puisqu'il invente une nouvelle théorie, la physique statistique, il n'y a pas de réduction. Il invente la physique statistique, donc il y a les chaos moléculaires comme hypothèse, il y a l'intégrale thermodynamique pour rendre intelligible le deuxième principe. Et puis il y a la physique des transitions critiques qui utilise des méthodes de renormalisation où le passage à la limite à l'infini est essentiel à l'intelligibilité d'un processus physique. Dire qu'en physique, il n'y a pas d'infini, c'est une grave confusion. Ce n'est pas dire que dans l'univers physique, le problème c'est de parler de quelle théorisation nous avons des processus physiques. Qu'est-ce qui nous rend intelligible de processus qu'on peut très bien définir finis. Le problème aussi est, qu'est-ce que c'est cet absolu prétendu du fini? Mais comment peut-on penser, c'est incroyable, qu'un très grand matheux comme Hilbert, un mathématicien aussi de la réductivité, absolutise infini? Et pensez un instant à la sphère de Riemann, ceux qui connaissent le modèle riemannien à 2 dimensions de l'univers relativiste. Eh bien, si vous vous mettez du point de vue de Dieu qui tient entre les deux doigts la sphère de Riemann, elle est finie et limitée. Si vous mettez sur la sphère, eh bien, elle est infinie et illimitée. Hermann Weyl le dit très clairement, les grands apports épistémologiques de la physique relativiste, c'est de dire que la connaissance commence par le choix du système de référence et la métrique et la mesure. Donc, c'est dans ce choix qu'on donne aussi la notion pertinente de fini. Elle n'est pas hors du monde. Puis évidemment, la physique qu'Einstein appelait fort justement au début invariante in theorie, c'est mettre en évidence les invariants par rapport au système de référence. D'abord, elle est relativisante. Du point de vue philosophique, la théorie de la relativité n'est pas relativiste, elle est relativisante. Elle dit qu'il faut expliciter le système de référence et la mesure, la métrique, et la courbure et l'espace qui est corrélée à la métrique. Et puis, elle est capable d'analyser les invariants, comme je disais tout à l'heure, l'absence d'origine du temps, les symétries par rapport au temps, dans les équations de mouvement, grâce au théorème de Noether, donne les principes de conservation de l'énergie qui est invariant par rapport au système de référence. Mais sûrement pas la notion de fini. Cette finitude prétendue comme fondement absolu est en effet un mythe très, très relativiste. Toutefois, j'insiste encore que l'approche logique et formaliste ont été un apport absolument remarquable. Hein. Mais il doit être clair que c'est un point d'aboutissement. C'est-à-dire, les règles formelles de la logique ne sont pas derrière, sont à la fin. Ils arrivent à la fin, non pas seulement du point de vue historique, mais même dans la construction conceptuelle.
La logique est un invariant constitué sur l'agora grecque. C'est un invariant du raisonnement qui se pratique peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'homme sur l'agora grecque. Et c'est un invariant dans le raisonnement dans le sens que ce sont des invariants de la structure du raisonnement qui ne changent pas dans la transformation d'un raisonnement à l'autre. La transformation, c'est le passage d'un raisonnement à l'autre. L'invariant est ce qui sera traité explicitement par Aristote, la logique. Ceci n'enlève à rien à l'universalité des mathématiques. C'est justement plus que toute autre science, toute autre forme de connaissance, elle est enracinée sur des parcours constitutifs de type cognitif que nous partageons tous. Je soulignerai au bon moment venu, en analysant l'incomplétude concrète, donc les résultats mathématiques, internes aux mathématiques d'incomplétude, au-delà du théorème de Gödel, la constitution de la trajectoire, du bon ordre, des pratiques communes, certaines même préhumaines, que nous partageons avec certains animaux qui font le petit comptage, qui font l'ordre, etc. Évidemment, quand il y a des conceptualisations éminemment historiques, là, il peut y avoir divergence. Par exemple, l'infini actuel, celui qui nous a donné tout d'abord, en première chose, la perspective et la géométrie projective en mathématiques, ce sont les premières instances de l'infini mathématique, puisque Piero della Francesca, dans son traité sur la perspective, il fait des maths, c'est incroyable, il fait vraiment, c'est le début de la géométrie projective. Puis il y aura Desargues, évidemment, qui traitera de façon plus accomplie. Cela est tellement historique qu'en Chine, ça n'existe pas. Et la perspective sera importée très tardivement par les jésuites, mais eux qui avaient pas mal de maths et très belles peintures ne font absolument pas la géométrie perspective. Évidemment, il y a une réalisation dans les tableaux d'une perspective, mais comme Giotto ou comme les Romains, parfois même avec une ligne divergente, les choses qui deviennent un peu plus petites, mais les lignes sont divergentes vers l'horizon. Il n'y a pas un traitement de type mathématique. C'est une juste position d'objet. Et donc, il y a une divergence dès que ça devient plus historique. Ceci n'empêche que le concept d'infini, tel qu'il est traité de façon rigoureuse, surtout à partir des Cantor, ce soit incroyablement stable et invariant, comme toujours en maths. Les mathématiques peuvent être caractérisées parmi nos formes de connaissances comme celles qui sont les plus stables, les plus invariantes, pas un absolu. J'évite toujours les absolus. C'est une propriété de maximalité par rapport aux formes des connaissances. Donc je dirais, si vous êtes en train de faire une forme de connaissance maximalement stable et invariante, même sans le savoir, vous faites des maths. En cela, je vois les mathématiques donc comment constituées, qui a un parcours toutefois des plus anciens. Ce n'est pas un hasard que les premières notations humaines, les premières formes d'écriture, ce sont des écritures numériques. Au 4e millénaire, en Mésopotamie, les hommes commencent d'abord à écrire le nombre, et seulement après, l'écriture du langage. Et j'ai donné une très grande importance aux symétries dans l'analyse des principes de construction, et sont en fin de compte ce qui est vraiment en commun entre les principes de construction en mathématiques et en physique, et puisque, entre autres, elles ont une extraordinaire richesse, elles sont en même temps des invariants et des transformations. Elles jouent les doubles rôles des invariants et des transformations. En plus, elles sont extrêmement importantes pour nous, puisque tous les animaux qui bougent, avec quelques rares exceptions, ont une grande symétrie. Des symétries circulaires dans certains cas, symétrie plane, comme nous, encore une fois, dans le cas du mouvement accéléré et rapide, ça se comprend pourquoi. Il y a un vertical, il y a une ligne du mouvement, c'est individu en plan, et c'est ça la structure depuis la flore de Burgess, donc depuis les grandes extinctions il y a environ 600 millions d'années, qui a dominé la structure des êtres vivants qui bougent. Et nous voyons les symétries puisqu'elles sont importantes pour nous. C'est-à-dire, encore une fois, en évitant les absolus, ce qui m'intéresse, ce sont les régularités du monde, comme les symétries que nous voyons, que nous choisissons de voir. Je dis toujours que j'ai un ami jupitérien qui a 7 jambes, 5 yeux, aucune symétrie, lui il s'en fout, et ses mathématiques sont construites sur les urabes. Les urabes est une autre régularité qui est ici énorme, mais nous on ne la voit pas. Ça ne veut pas dire qu'elle soit contradictoire avec les nôtres, mais il a un autre regard sur le monde, puisque surtout
l'hypothèse métaphysique que je voudrais que vous fassiez comme résultat de ce cours, c'est que l'incomplétude de nos propositions théoriques sur le monde est au cœur de toute construction de connaissance. Donc ce sont des regards qui, chaque fois, doivent être enrichis par une continuité critique du savoir scientifique. On n'a jamais la théorie définitive, la solution finale, comme disait heureusement Hilbert dans les années 20, des problèmes des fondements des mathématiques. Heureusement, ça n'existe pas. Bon, parfois, on parle de la déraisonnable efficacité des maths. Des mathématiques. Ça, c'est un titre d'un article de Wigner, qui est un très grand mathématicien-physicien. Un titre qui a un énorme succès. Il est très cité, mais seulement un titre. Je m'aperçois tout le temps que ceux qui les citent ne l'ont jamais lu. Puisqu'après tout, c'est un article très modeste. C'est un grand bonhomme, mais les exemples qu'il donne, moi qui ne pense pas ça, je pourrais faire beaucoup mieux. Se poser la raisonnable efficacité des maths, c'est comme si un linguiste se disait « Ah, quel miracle, on se parle et on se comprend ». Eh bien, c'est sûr, quand le langage est un constitué de la communication humaine. Mais les mathématiques ont ces particularités que je disais tout à l'heure, et sont une science à la limite, et sont le lieu de la stabilité invariance conceptuelle maximale. Et sont efficaces de la même façon qu'une écorce colle à un arbre. Il n'y a rien à se surprendre là-dedans. Et leur efficacité est toute dans cette stabilité invariance limite et dans ce jeu permanent entre principe de preuve et principe de construction, où un départage net où l'hypothèse de complétude de l'un et l'autre est une erreur. Je ferai des références et je donnerai un résultat de physique quantique. L'année dernière, Thierry Paul, un collègue avec qui je collabore en physique et mathématiques, mathématicien de la physique quantique, introduisait ce qu'il appelle le paradoxe EPR. Je vais le faire à sa place, puisque heureusement depuis on collabore, donc j'ai appris de lui ce qu'il faut pour donner les lignes générales d'un très grand article de 1935 et de ses conséquences récentes de Einstein, Podolsky-Rosen. Normalement, les grandes idées là-dedans sont attribuées à Einstein, même par les co-auteurs, donc je pourrais dire directement Einstein. C'est un article au cœur d'un grand débat qui a lieu entre Einstein, Bohr, en général, les orthodoxes, disons, de l'intégration de Copenhague, comme on dit, de la physique quantique. Et c'est un article construit autour du théorème de Gödel. C'est en 1935. Einstein est depuis 1931 à Princeton. En 1931, il y a von Neumann qui arrive réfugié lui aussi de l'Allemagne, en 1932. Von Neumann avait assisté en 1930 à l'exposé fait par le très jeune Gödel de son théorème. Et apparemment, il y a ce qu'il raconte, que c'était le seul qui avait compris les résultats épatants de Gödel. C'était pas facile, en plus ça allait contre ce que les gens pensaient. La complétude d'Hilbert était l'hypothèse courante. Von Neumann lui-même avait cru démontrer une forme peut-être faible de complétude, de cohérence en fait de l'arithmétique. Mais il est tellement bon que pas seulement il comprend, mais il rentre chez lui, il démontre le deuxième théorème. Nous, on verra le premier, le deuxième, évidemment, les deux. Et le deuxième théorème écrit tout de suite à Gödel. Ah, écoutez, moi, je vais dériver de votre théorème un résultat, vous verrez, le deuxième, justement sur l'indémontrabilité de la cohérence, dont une conséquence est l'indémontrabilité de la cohérence. Et Gödel lui répond, merci beaucoup, mais mon article contient déjà les deux et il est sous presse. Mais pour dire à quel point le personnage, un formaliste pur et dur, comme était von Neumann, un des rares grands mathématiciens purement formalistes. Et au point que quand il arrive à Princeton, il parle du théorème de Gödel. Et selon les notes prises, je crois, par Kleene ou par Church, tout le monde était là. En plus, Gödel passera une année, 33-34, à Princeton, avant d'y aller définitivement après l'Anschluss, puisqu'il était
en Autriche, donc à Vienne, donc après 1938, il ira définitivement prise. Mais tout le monde était donc au courant, et cet article, vous verrez, parle de correction. Le fait qu'une théorie physique doit être correcte, c'est qu'il y a, on peut comprendre que ça c'est une exigence de tout physicien, mais aussi il doit être complète. Doit être complète. Et il dérive l'incomplétude de la mécanique quantique par un raisonnement largement logique, comme je vais vous montrer, évidemment ancré sur la physique aussi, sous une vision de la relativité en particulier, et avec une structure, une architecture de l'article qui ressemble beaucoup à la construction des absurdes qui sont dans le théorème de Gödel. Mais évidemment, il parle de physique. Pour ça, il n'y a pas de référence, mais c'est une vocation. En plus, c'est très important, cet article, puisque il est à l'origine des phénomènes d'intrication, de cette façon absolument particulière. Et les raisonnements, grosso modo, mais c'est beaucoup plus fin que ça, dit la physique quantique est incomplète puisqu'elle engendre les phénomènes d'intrication. Eh bien, les phénomènes d'intrication sont là, un cas très particulier, ici à Paris, à Orsay, Aspect a démontré, fait voir les phénomènes d'intrication que je vais vous définir. Fait voir les phénomènes d'intrication et sont devenus au cœur, par exemple, du calcul quantique. Donc, cette chose est très importante. Donc, c'est remarquable le fait que ce grand bonhomme qu'Einstein, il a tort. Mais, ayant tort, il fait une dérivation de l'incomplétude d'intrication qui donne quelque chose de très intéressant. Quand j'ai raconté ça à un historien, Imre Toth, des géométries grecques et de la philosophie et des mathématiques grecques, il me disait c'est comme Aristote. Apparemment, Aristote, c'est lui qui l'a découvert, puis c'est une phrase très compliquée, dit la chose suivante: les vides est impossible, puisque dans le vide, les corps tomberaient tous à la même vitesse. Paf, absolument remarquable. Il a tort, mais ayant tort, il dit quelque chose d'absolument épatant. Donc c'est un passage important d'un résultat qui prétend être négatif et devient, comme nombreux résultats négatifs, absolument essentiel. Je vais faire des références à la physique quantique, surtout dans ces termes de l'analyse de l'incomplétude telle qu'est faite par Einstein, mais aussi puisque c'est un enseignement extraordinaire du point de vue épistémologique, et je dirais de la méthode. On comprend alors que certains mythes de cartésiens en particulier, qui ont été au cœur de toute une vision cartésienne de la science, ne marchent pas dans deux domaines forts de la connaissance aujourd'hui, la physique quantique et la biologie. Qu'est-ce qui a dit que le fondement doit être élémentaire? C'est pas vrai. En fait, c'est faux aussi si vous pensez à Galilée ou Einstein. Ils font deux théories fondamentales. Théorie fondamentale, dans le cas de Galilée, de l'inertie et de la gravitation. Einstein va faire une théorie fondamentale qui unifie inertie et gravitation. Il ne parle pas de l'élémentaire, c'est-à-dire les deux savent, Galilée pensait qu'il y avait des atomes de Démocrite, il s'en fout, quoi. Il fait une théorie de la gravitation de corps ou de l'inertie. De même, Einstein, il sait qu'il y a les quanta, et effectivement, ce qui sera posé après, c'est l'unification entre le champ quantique et le champ relativiste, qui est autre chose. Ce n'est pas vrai que le fondamental est toujours l'élémentaire. On peut faire une théorie fondamentale, on doit la faire, puis il y aura un problème d'unification avec une autre théorie fondamentale, celle de l'élémentaire, des quanta par exemple. Et puis c'est faux que l'élémentaire soit toujours simple. Les quanta sont très complexes, conceptuellement très complexes. Les phénomènes d'intrication en sont une preuve. La cellule qui est élémentaire en biologie, on ne peut pas la départager. Si on la coupe, elle est morte, est élémentaire. Elle n'est pas simple, elle est très complexe. Gould dit justement, du point de vue de la complexité objective, une cellule eucaryote est aussi complexe qu'un éléphant. Les processus qui ont lieu sont aussi complexes dans d'autres cas du vivant. Les derniers cours, j'envisage toucher certains éléments de flexion théorique en biologie, qui en effet est un intérêt pour moi récent, mais important. Et je me rends compte que la difficulté immense du mathématicien et du physicien qui s'approche à la biologie, c'est la construction d'un cadre théorique qui ait des propriétés de cohérence qu'on s'attend à la construction scientifique. Et la difficulté est énorme puisque on trouve facilement le collègue pris par désarroi qui dit en biologie, n'importe quelle théorie on propose, il y a un contre-exemple. Et c'est un peu comme ça, c'est toujours comme ça.
Et l'immense difficulté, c'est d'avoir des cadres théoriques où on sache faire l'espace en concept et à son contraire. C'est ma façon aussi de lire Darwin, et qui justement fait ce passage extraordinaire, pour nous évident aujourd'hui, au moins partiellement évident, pas pour tous, il y a les créationnistes, mais qui le fait différer radicalement de ce qui était les théories évolutionnistes existantes, puisque Buffon et Lamarck étaient, comme dit Lamarck, des progressistes, c'est-à-dire ils pensaient qu'il y avait un progrès des espèces. Et Lamarck disait qu'il y a une histoire du vivant, il y a une histoire de la Terre, ce qui va lui valoir en 1752 une condamnation, l'expulsion de la Sorbonne, ses livres brûlés par les jésuites qui avaient l'hégémonie à la Sorbonne. Donc ça, puisque j'avais commencé par Galilée, j'aurais dû rappeler Giordano Bruno, qui en effet était, petite parenthèse, avait déjà un principe d'inertie. Dit très mal, évidemment, il n'y avait pas une grande rigueur, mais c'était une grande intuition. Et c'était un des problèmes pour Giordano Bruno, puisque vous comprenez, avec un principe d'inertie, on n'a pas besoin de Dieu qui pousse les planètes. Hein. Donc, c'était pas bon pour sa vie. Et donc, Lamarck insiste sur le progrès des espèces, mais c'est un progrès adaptif qui va avant par des placements qui suivent l'écosystème, disons. Ce qui ajoute Darwin, c'est le contraire, c'est la mort. Pour comprendre l'expansion de la vie, le progrès de la vie, la croissance de la vie, il faut introduire les contraires, les extinctions, qui sont la mort massive. Bon, on a assimilé ce concept, mais c'est très audacieux, quoi. Non, c'est vraiment extraordinaire faire ce passage. Hein. Donc, il y a ce jeu de dualité, de polarité qui s'opposent, qui rend intelligible l'évolution des espèces, qui est à l'origine de la sélection. Mais toute l'analyse de la complexité biologique se base sur le fait qu'on fait face à des structures qui sont en même temps organisées, désorganisées, ordonnées, désordonnées. Il y a de l'aléatoire, de la détermination prédictible, de la détermination imprédictible, de la variance, de l'invariance, où très souvent, l'invariant principal, c'est la variabilité. Hein. Donc, le contraire de ce qu'on s'attend des structures physico-mathématiques. Évidemment, ceci n'empêche pas de les traiter du point de vue mathématique, mais il faut inventer des cadres qui sachent unifier ces contrapositions conceptuelles, qui sont bien plus que de phénomènes antagonistes. Il y en a beaucoup en physique. Ce sont vraiment des concepts qui s'opposent, un peu comme la physique quantique a su faire, au moins dans un cas, l'invention de l'antimatière. Hein. Le fait de se dire, bon, il y a un électron qui disparaît, qui produit les doubles de rayonnement gamma comme quantité d'énergie, et c'est la solution positive de l'équation d'Dirac qui a trouvé la négative, et ça c'est très audacieux, hein, inventé par ça, quelque chose qui est le contraire de la matière, d'antimatière, pour donner une explication d'un phénomène rare, mais très important. Et donc, c'est un peu le défi qu'on trouve dans les cadres biologiques, auquel je ne pense pas qu'il faille transférer tel quel les cadres conceptuels qui viennent de la physique en particulier. Ceci n'empêche qu'il y a tout un jeu de dualité à faire avec les conceptualisations physiques. Ceci pour confirmer que l'aspect épistémologique du cours, avec cette hypothèse de fond qui est l'hypothèse de l'incomplétude de propositions théoriques, qui sert à réaliser à travers l'analyse de Gödel, en partie des points carrés, de leurs conséquences, donc du rôle de l'aléatoire. L'aléatoire, qui est l'imprédictibilité dans des différents contextes physiques. Si vous voulez, l'aléatoire qui est très important aussi dans la discussion sur EPR, c'est-à-dire sur Einstein, Podolsky, Rosen, sur ces résultats au sujet de l'incomplétude prétendue de la physique quantique, incomplétude qui se situe ailleurs, non pas dans la déduction qui fait Einstein. Et cet aléatoire est très important, puisque ce sont justement les phénomènes d'intrication qui font la différence de l'aléatoire classique et quantique. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, on y reviendra, c'est que quand vous lancez de 2D, même s'ils se touchent, quand ils tombent éloignés, vous faites une analyse de probabilité des 2D qui sont devenus indépendants, puisqu'ils sont éloignés de l'espace. Les phénomènes d'intrication, c'est justement le cas où quand deux quanta
font partie d'un seul système, ils le restent même s'ils s'éloignent dans l'espace. C'est ça que Einstein refuse dans son article, et supposant donc que les propriétés des séparations topologiques soient sous-jacentes et précèdent la variété spatiale, qui, même si c'est pour avoir une courbure variable, même si les systèmes de référence sont à relativiser, la topologie, la séparabilité, pour Einstein, c'est un absolu. C'est ça qui lui rend difficile d'accepter les phénomènes d'intrication, où on ne trouve pas des propriétés qui permettent de séparer deux quanta qui interagissent. Mais évidemment, cette hypothèse d'incomplétude n'est pas du tout une limitation, disons, au savoir, un renoncement à la connaissance. C'est le contraire. C'est un peu l'attitude qu'a eu, par exemple, Turing, un personnage que l'on verra essentiellement pour ses travaux et la définition de calculabilité, puisque c'est la plus simple, la plus commode, dont je voudrais mentionner un instant les tournants qu'il fait du point de vue théorique et conceptuel entre 50 et 52. Turing, on le verra, dans les années 30, est l'inventeur d'une façon de concevoir la calculabilité qui est la plus efficace, la machine de Turing, pour nombreux éléments. D'abord, puisque la plus convaincante de l'effectivité. Cette histoire de machine très simple qui fait 0,1, efface, remplace 0 par an, bouge à droite, à gauche, est effective dans le sens le plus élémentaire possible. Élémentaire et simple dans ce cas-là. C'est vraiment une décomposition maximale cartésienne du calcul. Et même, disent certains en ce moment, du raisonnement en général. Lui, il a inventé cette machine, et donc avec elle a proposé quelque chose de très fort pour la théorie de la calculabilité, équivalent aux autres. Et puis, quand il commence à s'intéresser de la physique à nouveau, puisqu'il l'avait déjà fait, lui qui a inventé cette machine comme machine logique, en voit les aspects physiques, il appelle machine à état discret, et quand il doit analyser l'engendrement de formes et la morphogénèse, ça sert à son grand article de 52, il s'en détache totalement. C'est-à-dire, il a parfaitement compris les principes de calculabilité, et de l'évolution du calcul avec la distinction fondamentale entre logiciel et matériel, ce qui va faire naître l'informatique, la notion de logiciel, et autre chose que le matériel. Le matériel peut être n'importe quoi, dans un certain sens, pourvu qu'il soit possible de faire une théorie de la programmation, une théorie du logiciel. Mais lui qui avait inventé tout ça, il s'adresse à des processus d'engendrement de formes, et la morphogénèse, article de 52, il traite cela par des mathématiques du continu, des systèmes d'action, réaction, diffusion, des équations linéaires et non linéaires, une analyse de l'approximation linéaire de systèmes non linéaires, et il oublie tout à fait, il met de côté les principes qu'il avait lui-même inventés. C'est comme si ce départage, par exemple, le logiciel matériel n'avait plus lieu, et les calculs étaient dans la déformation du matériel. C'est un matériel qui se déforme en continuité, et c'est ça, les calculs. Donc, l'inventeur de la théorie du calcul discret, de la calculabilité, s'adresse à un phénomène de type physique en biologie, puisque ce sont généralement des formes sur des fourrures, sur structures biologiques, mais ce sont des phénomènes physiques, et il change totalement des perspectives et de principes. Il comprend, par exemple, que ce qui compte est ce qu'il appelle l'exponential drift, la dérive exponentielle, c'est-à-dire qu'un moindre changement en dessous de la mesure peut engendrer des grands changements. Ce qui ne s'applique pas, il le dit explicitement à sa machine. Sa machine ne capture pas ça. Puisqu'étant discrète, en dessous de la discrétisation, il n'y a rien. Donc voilà quelqu'un qui sait faire un pas de côté par rapport à sa propre démarche scientifique, celle qu'il a inventée lui-même, pour s'adresser à une autre discipline, qui est le contraire un peu de ce qui plaque, par exemple, disent, ayant compris quelque chose, pas trop, pas aussi bien que Turing, que ce que c'est que la calculabilité, disent que l'univers est une grosse machine de Turing, l'univers est un gros ordinateur, le cerveau est une machine à état discret, etc., etc. Ce que Turing n'a pas dit, surtout pas après 48, quand il commence à s'intéresser à nouveau à la physique et à la biologie. Donc, il y a ce talent de regard critique par rapport à des principes, d'explicitation de principes, qui pour moi est au cœur de la connaissance scientifique, donc une sorte d'éthique de la connaissance, un engagement au regard critique sur ses propres principes.
Donc, approchons-nous petit à petit aux résultats qu'on va voir. Et je voudrais le faire en remontant en arrière et à la vision de Laplace, et qui sera longtemps la vision de la positivité de l'expression équationnelle du monde, de la description équationnelle du monde. Laplace est celui qui explicite mieux ce qui est tout un courant de pensée qui depuis, disons, le milieu du XVIIIe siècle va parcourir tout le XIXe siècle, hein, certainement en physique et en mathématiques, mais dans différentes formes va se retrouver plus tard. C'est-à-dire, c'est éclairant de comprendre, grâce surtout à l'explicitation qui en fait Laplace, à sa grande clarté conceptuelle, cette vision du rapport entre mathématiques et physique, la vision de la détermination qu'il a, puisque ça se retrouve tout le temps, hein, ça se retrouve, j'essaierai de le dire, dans les mathématiques, métamathématiques, dans les métamathématiques hilbertiennes, ça se retrouve dans les visions de la biologie propre au dogme central de la biologie moléculaire, l'hypothèse en gène, une protéine, et je vous essaierai de vous montrer, sont entièrement laplaciennes. Et ceci, disons, on est 1940, 1958. Longtemps après. Plus en physique mathématique, évidemment. En physique mathématique, la place a disparu depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui a disparu? Une vision forte, hein, belle, productive de science, on ne peut pas le nier. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette vision? L'idée que l'ontologie élémentaire et sous-jacente de la matière et du mouvement est celle à quoi il faut toujours reconduire. Donc, ce sont des particules élémentaires, hein, et dont il faut analyser les mouvements un par un, deux par deux, trois par trois. Et par intégration successive, on va reconstruire l'univers, hein, l'intelligibilité de l'univers. C'est-à-dire des équations du mouvement en partant des corps les plus simples, par composition, intégration, dans le sens mathématique, des équations différentielles pertinentes, vont permettre de recouvrir le monde, l'univers. En particulier, dans le cas du système planétaire. Et il dit explicitement, on doit pouvoir déduire complètement, il dit, toutes les propriétés astronomiques du système planétaire. Puisqu'on connaît les équations, Newton-Laplace, on doit pouvoir faire les calculs, il y a des difficultés, mais on doit pouvoir les surmonter. Du reste, on avait pu prévoir par voie mathématique le retour de la comète de Halley, un succès remarquable. On avait cette nouvelle intelligibilité qui était donnée par ces nouveaux cadres, Newton, Lagrange, Laplace lui-même, hein, des mathématiques absolument extraordinaires. Et il y a des difficultés. Quelles difficultés? Newton le comprend tout de suite, c'est très bien. Sa loi de gravitation est universelle, ça s'applique entre deux corps quelconques. Donc si vous avez le Soleil, une planète, des équations de Newton, vous déduisez les orbites de Kepler, et c'est ça qui est formidable. Mais si vous avez deux planètes, il y a une attraction gravitationnelle entre les deux, ils se dérangent. Hein. Et si vous en avez plusieurs, évidemment, ça risque de déranger beaucoup. Et Newton s'en rend compte et il donne la seule réponse qui est encore actuelle, si vous voulez, la stabilité du système pour toujours, c'est que le bon Dieu, de temps en temps, arrive et remet les orbites en place. Hein. Or, Laplace, qui est laïque, ne veut pas ça, ne veut pas faire cette hypothèse métaphysique, et dit, nous devons comprendre comment ça se passe, comment ça se fait que le système est stable, par voie mathématique, en analysant les équations. Donc, il se rend parfaitement compte qu'en physique, il peut y avoir des nuances presque insensibles, comme il dit, c'est-à-dire en dessous de la mesure, qui peuvent engendrer des conséquences séculaires, c'est-à-dire dans le temps, il peut y avoir des changements importants, visibles. Et il veut faire une analyse fine pour pouvoir prédire. Il sait très bien que ces cas où la nuance insensible peut engendrer des changements radicaux peuvent avoir lieu dans beaucoup de systèmes physiques. Encore une fois, si vous avez une boule sur le sommet d'une montagne, une fluctuation peut la faire aller dans une direction ou dans une autre, une fluctuation en dessous de l'observable. Mais il pense que ceci ne produit pas dans le système solaire. Donc on doit pouvoir démontrer et déduire
complètement les propriétés astronomiques, au moins du système solaire. Et en tout cas, que ces points de sensibilité, on dira plus tard, 200 ans plus tard presque, sensibilité aux conditions initiales, et ils pensent qu'ils sont des points isolés, rares dans le système physique. Donc, quand on a la détermination, c'est-à-dire les équations, quand on a les équations, on doit pouvoir prédire, calculer et prédire, sauf des points isolés dans certains systèmes, mais en général, la déduction complète dérive de la détermination équationnelle. Puis, Laplace est un grand bonhomme aussi des probabilités, donc il sait très bien que dans des situations où il y a ou trop d'équations ou pas assez de connaissances en général, etc., en lancement des dés, on doit les traiter par un autre outil. Donc, des outils statistiques, probabilistes, c'est autre chose totalement départagé, qui n'ont rien à voir. Le hasard n'a rien à voir avec la détermination. Le hasard n'a rien à voir avec la nécessité. Vous lisez le livre de Jacob, 1970, je crois, il est totalement laplacien, c'est-à-dire il prend exactement la même vision de partage entre détermination d'un côté, la nécessité, et le hasard, comme Laplace. Les tournants que nous verrons avec Poincaré, c'est qu'on peut comprendre l'aléatoire classique en termes de détermination imprédictible, c'est-à-dire que ce départage n'a pas lieu. L'aléatoire classique est un cas de détermination imprédictible, de détermination. Poincaré va s'attaquer au problème que donc depuis longtemps était un grand enjeu, celui de la stabilité du système solaire. Il développe donc une analyse en termes de séries de Fourier, c'est des lignes de Fourier en particulier utilisées par les astronomes. Au début, il pense avoir donné une solution, donc solution système d'équations, mais on lui signale une erreur, un travail qui a reçu un prix, donc quelque chose de très important, on lui signale une erreur, il analyse de près son erreur et il démontre qu'il est intrinsèque, c'est-à-dire que presque partout, mais ça c'est un langage moderne, c'est pas le sien, presque partout dans le sens mathématique, le système n'est pas intégrable, c'est-à-dire on ne pourra pas le traiter par convergence de séries de listes de Fourier. Il y a un problème de petits diviseurs, comme il s'appelle, c'est-à-dire de diviseur de coefficients de la série à sommer, donc faire la somme, qui va faire diverger la série, donc il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de solution. Mais ce qui est épatant, et ça je crois c'est absolument original, je ne suis pas un historien, je ne sais pas si d'autres l'ont fait avant, peut-être d'autres le feront après, mais lui, ce qui est épatant, il donne un sens physique à l'absence de solution. C'est-à-dire, le boulot difficile du physicien mathématicien, c'est de donner un sens physique à la solution du système d'équations, au système d'équations et ses solutions. Lui, il arrive à donner un sens physique à sa preuve d'absence de solution. Son résultat négatif le mène à trouver une signification pour la dynamique physique de ce résultat purement mathématique, puisque son analyse est une analyse exclusivement des équations. Il démontre l'intrinsèque non-convergence presque partout, et presque partout, encore une fois, il faut l'ajouter, puisque dans certains cas, on trouve les solutions. Il y aura un théorème, le théorème CAM des années 50 et 60, 950 et 60, qui fera une analyse fine quand on trouve ou pas les solutions. Et je vais vous lire ce qu'il écrit, ce qui Poincaré écrit, et qui est vraiment cette vision de la dynamique non linéaire, que l'on cherche à représenter la figure formée par ces deux courbes, les trajectoires périodiques stables et instables, et leurs intersections, qu'il appelle les points homoclines, en nombre infini. Ces intersections forment une sorte de treillis, de tissus, de réseaux à mailles infiniment serrés. Chacune de ces courbes ne doit jamais se recouper entre elles. Elle doit se replier en elle-même d'une manière très complexe pour venir couper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On sera frappé par la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Donc c'est vraiment l'invention de ce qui après sera les chaos déterministes, donc un système déterminé par une équation sur le plan, c'est pas plus que ça, pas beaucoup d'ondes,
qui donne lieu à une évolution chaotique. Ce n'est pas ces termes, mais vous voyez qu'il voit sans dessiner. C'est important parce que je ne sais même pas le dessiner, mais il voit parfaitement la géométrie de la dynamique. C'est pour ça, ce sera la naissance avec ses analyses qualitatives du flow, la naissance de la géométrie dynamique, de la géométrie des systèmes dynamiques. Quelques temps après, il y aura Hadamard avec le flow géodésique, qui est un autre grand moment de la géométrie des systèmes dynamiques. Et il dit explicitement, en 92, il le reprend en 908, dans La science et l'hypothèse, une cause très petite qui nous échappe détermine un effet considérable que nous ne pouvons pas ne pas voir. Et alors, nous disons que cet effet est dû au hasard. Encore une fois, dans un système déterministe parfaitement déterminé par les quelques équations, et il y a l'imprévisibilité qui est due au fait qu'un phénomène en dessous de la mesure qui nous échappe devient massivement visible, mesurable, après quelques temps. Comme vous voyez, au cœur de ça, il y a la mesure dans des systèmes dynamiques, dans des systèmes continus. Et en même temps, il y aura le problème de la mesure en physique quantique, qui va faire démarrer la physique quantique. Le problème de l'indétermination, c'est un problème de la mesure quantique. Et il y a le problème de la mesure en relativité. C'est très différent, c'est pas ça, c'est pas une question de détermination comme pour la quantique, c'est pas une question d'imprédictibilité déterministe, c'est autre chose. Mais c'est la mesure qui est au cœur de la corrélation entre espace et temps en physique quantique. Ceux qui vont fonder les mathématiques sur l'arithmétique faisant un travail remarquable, comme je disais, logique et formalisme, important les mathématiques a inventé la machine à état discret qui est en train de changer le monde, l'ordinateur digital arithmétique, ne voit pas ça. C'est-à-dire, il y a comme un aveuglement, puisque le discret n'a pas ce problème. Vous avez un accès exact au discret, à la base des données discrètes. Le problème des mesures n'existe pas. La base des données discrètes, par définition, est exacte. L'accès au digit est... Il n'y a pas d'autre mot, il est exact. Et cette vision arithmétisante de fondement, encore une fois, très puissante, qui va avoir des conséquences remarquables, surtout la machine. La machine état discret, la machine arithmétique, la machine logique. Mais passe à côté à ce problème qui est un problème, un enjeu fondationnel énorme, des rapports entre mathématiques et physique. La question de la mesure, qui sera mise en évidence. Pourquoi ? Puisque ça n'existe pas. C'est pour ça que ces visions computationnelles qui existent, qui reviennent, qui sont propres, par exemple, à ceux qui croient plus ou moins encore au dogme central, à certaines visions de la biologie moléculaire, ces visions fondationnelles du programme, de l'algorithme, notion formidable pour faire des machines, pour élaborer des langages dans le discret, passent à côté à toute une analyse physique que, au contraire, démarre par le problème de la mesure et construit toute une théorisation, la sensibilité aux conditions initiales, qui sera le nom attribué à ces phénomènes que Poincaré voit et décrit, la mesure quantique, le rôle de la mesure en relativité, qui est au cœur du tournant de la physique théorique et des tournants de la mathématisation de la physique. Et quant à l'imprédictibilité du système solaire, qui est donc Poincaré décrit, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a comme des résultats concrets. Ça, c'est pour faire comprendre ce que je vais dire par résultats concrets, dans le sens que le travail de Poincaré est entièrement mathématique. C'est pas qu'il dit je me donne ici un processus physique, je me donne les maths, je vous fais voir par l'expérience, par exemple en faisant une mesure au début, une mesure à la fin, que je ne peux pas prédire l'évolution du système physique. Non, on ne fait pas ça. On ne peut pas le faire avec les temps astronomiques. Il analyse les équations. Tout ce que je vous ai montré, c'est une analyse mathématique des équations. Et il casse le projet de Laplace de façon purement formelle équationnelle, analysant de voie mathématique les équations. Donc c'est ça la force du résultat. Alors, après, en 1989-94, Laskar a donné des résultats concrets, c'est-à-dire il a donné
les upper bound, la borne supérieure à la prédictibilité. Plutôt, il a démontré que, par exemple, la position de Pluton, qui reçoit des gifles gravitationnels terribles de la part de Jupiter et Saturne, n'est pas prédictible au-delà d'un million d'années. Je crois que la Terre, c'est 100 millions d'années. Ce sont des temps modestes du point de vue astronomique, 1 million d'années. Et donc, ça a posé concrètement par rapport à un processus physique. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'on peut donner une borne inférieure à la mesure possible des barycentres des planètes. Hein. C'est-à-dire, les planètes, évidemment, sont plastiques, c'est de forme. On ne peut pas mesurer le barycentre à moins de, je ne sais pas, quelques centaines de mètres ou kilomètres. Et ceci implique, hein, en analysant les équations, implique l'imprédictibilité en analysant les interactions sur 9 planètes. Donc, c'est incroyablement plus complexe, énormément de calculs aussi grâce à la machine. Hein. Machine d'état discret, on démontre une imprédictibilité en posant des bornes exactes qui, évidemment, ne pouvaient pas avoir Poincaré à son époque. Mais vous comprenez, dans ce cas-là, quel tournant par rapport à la place, hein, puisque il doit être clair que dans un cadre classique, c'est ça la différence radicale par rapport à la physique quantique, il y a détermination. Un D, si vous posez la question à un D, où vas-tu, il répond en disant, je vais suivre une géodésique. Hein. L'hamiltonien détermine totalement ma trajectoire. C'est ton problème si tu n'es pas capable de donner la mesure exacte des positions initiales des frictions qui auront lieu. C'est pas ça, c'est quantique. Les quantas ne font pas des trajectoires, c'est autre chose. Et les problèmes de mesure se posent d'autres façons. Et encore une fois, l'aléatoire dans tout ça émerge comme question essentielle. C'est l'aléatoire de la détermination imprédictible, c'est l'aléatoire de l'indétermination quantique. C'est pour ça qu'une analyse en termes d'indécidabilité dit quelque chose. Et là, je trouve que c'est un point important. Et, évidemment, il y a eu des travaux importants sur l'écriture effective, l'effectivisation de dynamique physique, de résultats qui disent, par exemple, certains systèmes d'équations des systèmes importants ont des solutions effectives, c'est toujours le cas en général. Et donc, c'est certainement intéressant. Mais je trouve que dès loin, l'interaction la plus importante entre la théorie de la calculabilité, la théorie des algorithmes, née entièrement dans un cadre logique et physique, ce sont des résultats négatifs, c'est-à-dire ce sont des résultats qui permettent d'analyser l'aléatoire physique en termes d'aléatoire algorithmique, une notion que je vais vous donner, qui est une notion forte d'indécidabilité. C'est-à-dire, la théorie des algorithmes nous permettra de donner une notion d'aléatoire et d'aléatoire fine, qu'on peut même hiérarchiser. Selon ce qu'on appellera les tests statistiques effectifs à faire, on aura une hiérarchie d'aléatoire. Et cela permet de faire une analyse fine de l'aléatoire physique, où on est en train de le faire. Ce sont des travaux en partie nouveaux, auxquels aussi je collabore. Donc, cela, je dirais que la relation entre la calculabilité, la théorie des algorithmes, qui est une théorie logique, qui est une théorie des machines à état discret, une théorie qui a son origine dans le programme d'Hilbert et dans sa faillite, mais dans la proposition positive, encore une fois, comme Laplace, Hilbert, un bonhomme, ces programmes sont très forts, très beaux, ce sont au cœur d'une formation de mathématiques formidable. Dire non, c'était très difficile. Hein. Les Poincaré de Gödel sont des théorèmes importants, difficiles, très astucieux, innovatifs aussi. Hein. Eh bien, la corrélation entre ça et la physique, je trouve que les plus importantes sont celles d'incalculabilité, donc d'aléatoire, d'analyse de l'aléatoire, qui est une forme d'imprédictibilité, qui est l'imprédictibilité d'un système physique. Donc, je propose là une vision duale sur ce rapport qui existe entre logique, théorie du calcul, et univers physique. Donc, de corrélation, j'insiste sur des théorèmes négatifs, hein, entre théorèmes négatifs et leur application au système physique. Je ne nie pas l'intérêt aussi de la positivité, mais vous voyez,
en général, c'est pas une grande remarque de dire que dans tel ou tel autre système d'équation, une solution effective. La difficulté, c'est le contre-exemple. Pourquoi? Puisque l'écriture en soi est effective. Personne vous verrez la notion de non calculable, de réel non calculable. Mais personne n'est si fou de mettre dans une équation un coefficient, un exposant qui est un réel non calculable. Bon Dieu, on met des rationnels, des approximations. Et donc, quand on a une écriture effective, les opérations qu'on a, des dérivations, d'intégration, etc., ce sont des transformations effectives, bien évidemment, calculables, bien évidemment. C'est l'écriture elle-même. En fait, la théorie de la calculabilité est un résultat de l'écriture, en particulier de l'écriture alphabétique. On traite des suites de signes, on les transforme dans d'autres suites de signes. C'est ça la théorie de la calculabilité. Et l'écriture mathématique est faite par ces suites de signes. Les opérations d'intégration et dérivation, etc., ce sont des transformations de suites de signes en d'autres suites de signes. Donc, elles sont effectives. Ce qui est épatant, c'est de trouver des choses non calculables comme solution. En effet, il y a deux résultats qui chassent. Il y a un résultat de Pourel-Richards qui démontre que dans certains cas, les équations de Poisson, dans des cas limites, ont des solutions non effectives. Et encore une fois, ils sont obligés à le faire en se réduisant au problème de l'arrêt de Turing, que l'on verra. Et puis, il y a des structures de Julia fractales, ça c'est Braverman, je crois, qui donnent aussi des cas limites non effectifs, mais encore une fois, on se réduit à Turing. Vous savez, c'est un peu comme sur les réels. Il faut diagonaliser pour sortir du comptage. Le comptage, c'est une opération dénombrable. Donc, il faut voir l'idée extraordinaire de Cantor pour se dire que les réels ne sont pas dénombrables. Et le problème de l'arrêt, la construction de Gödel, vous verrez, c'est une construction diagonale. Ce sont des variantes, très difficiles, astucieuses, c'est pas bête, quoi. Ce sont des variantes de l'idée de Cantor. C'est le genre de construction pour sortir de l'effectif du dénombrable. On peut diagonaliser et on ne sait pas faire d'autre. Tout ce que je connais, c'est pas une preuve, évidemment, c'est une thèse, mais tout ce qu'on voit, la non-calculabilité, la non-dénombrabilité, etc., sont données par des procédures diagonales, puisque l'écriture est effective. Donc, on commence à écrire, et dénombrable. On commence à écrire, et bien, on s'en sort par diagonale. Et puis, nous savons de la théorie de la mesure que les réels non calculables, par exemple, on mesure en, mesure de Lebesgue en. Toutefois, pour en produire en seul, c'est très difficile, puisque si vous pensez à un réel, il est calculable. Si vous l'écrivez, il est calculable. Pour donner un réel non calculable, il faut faire la construction de Chaitin, qui est un jeu très compliqué, où il y a des diagonalisations à la Turing, donc en bout de compte à la Cantor, on fait quelque chose de très fin pour donner un réel non calculable. Quoique, du point de vue mathématique, ils sont presque tous non calculables. Donc, mais ce n'est pas que le monde, lui, est calculable. Ceci dit que notre écriture porte à la calculabilité. C'est l'écriture symbolique, c'est l'écriture mathématique qui porte à la calculabilité. Mais les réels, une fois qu'on les a conçus, ils sont presque tous non calculables. Laissons tomber le monde où ces choses-là ne s'appliquent pas, puisque le monde ne coïncide pas avec la structure de Cantor. C'est une proposition d'intelligibilité. Et très importante, pensez par exemple au jeu entre continu et discret. C'est là que le continu est essentiel. Et ce n'est pas un hasard que Turing, qui a inventé la machine à état discret, il avait appelé la machine logique, en 1948, il l'appelle discrete state machine, puisqu'il comprend que ce qui compte, c'est sa structure à état discret. Et il travaille, il les appelle, dans des systèmes continus, son article sur la morphogénèse, puisque les continus, soit-il à la Cantor ou d'autres, il y a un peu de catégories, il y a d'autres formes de continu très intéressantes, nous permet d'analyser l'intervalle de la mesure physique. Nous permet de dire il y a un intervalle à l'intérieur duquel je n'en sais rien. Ça pourrait être très petit, mais à l'intérieur duquel il y a la fluctuation, la perturbation non mesurable qui peut avoir un effet dans la dynamique non linéaire, exponential drift qui peut avoir un effet. Turing dit aussi le changement catastrophique, pour dire changement radical dans l'évolution de la dynamique. Mais ceci ne dit pas que le monde continu et discret, le monde est ce qu'il est. Nous avons des propositions d'intelligibilité sur les mathématiques du continu et du discret qui nous font comprendre certaines choses, et pas les mêmes.
Et c'est faux de dire que le discret est une approximation du continu. Quand la dynamique est non linéaire, vous comprenez bien que n'importe quelle discrétisation vous faites, une fluctuation, une perturbation en dessous de cette discrétisation rend, dans le temps, votre approximation pas adéquate. En analyse numérique, on sait bien que c'est un grand problème. Et il y a des théorèmes, comme le Shadwin-lemma, le lemme de poursuite, qui vous garantissent que l'analyse est bonne, mais au contraire, c'est-à-dire, Shadwin-lemma dit la chose suivante. N'importe quelle trajectoire, sous certaines hypothèses du système non linéaire, il faut qu'il soit bon, hyperbolique, etc. N'importe quelle trajectoire discrète vous ayez, on peut trouver une fonction continue qui approche cette trajectoire discrète. Donc, vous voyez, ce n'est pas le discret qui est une approximation du continu, mais c'est plutôt le continu qui est une approximation du discret. Mais ça, c'est très important, puisqu'il vous dit que votre trajectoire discrète sur l'écran n'est pas n'importe quoi, qu'il a une trajectoire continue qui l'approche. Donc, votre image d'un attracteur étrange sur l'écran est censée, dans le sens qu'il y a derrière un processus continu qui l'approche. Mais pas le contraire. Ce n'est pas vrai qu'on peut approcher trajectoire continue par une discrète indéfiniment. Donc, ce jeu du discret continu est un peu au cœur de tout ce que je vais dire, puisque c'est là qu'il se fait la bifurcation fondationnelle sur la question de la mesure. Donc, le centrage sur le discret richissime en soi, surtout par ses conséquences, la machine à état discret, et nous donne une certaine image du monde, on en a un autre. Il faut rendre compte que cela se base sur des principes de construction conceptuelle et aussi le centrage des principes de preuve, très important, mais des principes qui diffèrent et qui donnent des conséquences d'intelligibilité différentes. Et pour cela, à certains sens, c'est ce qui a fait aussi Hilbert dans ses propositions. L'invention des métamathématiques est absolument remarquable, puisque c'est l'audace de dire, venons maintenant au programme d'Hilbert, c'est l'audace de dire je veux faire une analyse mathématique des fondements des mathématiques. C'était pas dit. C'était pas dit. Et comment la faire? Si par l'approche axiomatique, mes systèmes formels sont des suites finies de signes, qui sont réglés par des règles formelles qui sont des suites finies de signes, je peux faire une analyse mathématique combinatoire de l'élaboration de ces suites finies de signes. C'est une idée absolument extraordinaire. Et en fait, en 904, il dit comment démontrer la cohérence de l'arithmétique qu'il avait posée en 900. Il fait une tentative en analysant de façon mathématique la déduction en arithmétique en disant je vais démontrer par induction la cohérence de l'arithmétique. C'est à quoi, en 906, par écrit, Poincaré éclate dans un grand rire. Il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Hilbert? Vous démontrez par induction la cohérence d'une théorie dans l'axiome principal et l'axiome d'induction ?» Et Hilbert va arrêter une douzaine d'années de faire le fondement des mathématiques, puisque le choc était fort. Et il fera des choses absolument formidables en physique mathématique. Et il reprend, après la mort de Hilbert, en 1922 ou 24, il fait cette invention, il précise son idée métamathématique, des mathématiques. Donc, encore une fois, cette idée belle et forte qui est au cœur de la logique mathématique en tant que discipline mathématique. Et il pense dire, mais moi, je fais mon induction métamathématique. C'est à quoi Hermann Weyl va lui dire, Herr Professeur, et c'était son élève, son ancien thésard, le meilleur, dit-on. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Votre induction métamathématique, c'est quand même une forme d'induction. Et ce que vous verrez au cœur du théorème de Gödel, il y a exactement ça. C'est-à-dire, il y aura le codage de la métathéorie dans la théorie. Donc, en particulier, le codage de la méta-induction, prétendue telle, comme induction formelle dans la théorie. C'est vraiment au cœur du théorème de Gödel, qui casse, au fond, l'aspect fondationnel de ce départage. Ceci n'empêche que de dire méta ou de faire des métamathématiques, ça ajoute de la clarté, c'est intéressant. Moi aussi, je dirais métalangage, langage, c'est commode. Mais ça n'a aucune valeur fondationnelle, dans le sens où ça ne permet pas de fonder les mathématiques sur quelque chose de méta. Ça ne marche pas. Puisque dans la théorie, au cœur de tout ça, la théorie des nombres, puisque, bon Dieu, la théorie des nombres, c'est important en maths, dans la théorie des nombres, une fois formalisée, la métathéorie est encodable dans la théorie. C'est ça, les lemmes centrales du théorème de Gödel.
Mais donc, vous comprenez, on peut avoir ce lemme, quand il y a eu quelqu'un d'aussi grand comme Hilbert, de dire, faire cette proposition audacieuse, forte, qui est d'inventer les mathématiques comme analyse mathématique des fondements des mathématiques. Avec la force que je disais tout à l'heure du projet fondationnel comme la question de l'existence en tant que question éminemment théorique, exclusivement théorique, de preuve de cohérence du lieu où on donne l'existence. Ce qui, encore une fois, c'est absolument remarquable. C'est d'aller toutes les histoires, si la sphère, le carré, le triangle existent dans la tête de Dieu, c'est pas ça, l'existence mathématique. C'est un tournant absolument remarquable. Évidemment, le débat va être rouvert à nouveau avec le théorème d'incomplétude, mais nous allons donner des réponses différentes du platonisme qui était redécouvert après Gödel, au point que ça réouvre un débat d'une façon que Henry Kutz, un remarquable mathématicien italien, en 1935 dira, 37, dans un colloque à Paris, dira, je vois à nouveau le débat sur le fondement des mathématiques entre les Scylla de l'ontologisme et les Charybdes du nominalisme. Et c'est un débat qui continue, et j'espère qu'on puisse en sortir par ce que j'appelle un regard sur les fondements cognitifs. Et en un certain sens aussi reprenant l'analyse de l'induction chez Hilbert, mais en allant un peu plus loin ce qu'il voulait. Puisque les mathématiques, c'est vrai qu'ils sont des mathématiques, c'est vrai qu'au cœur de ces approches, il y a le fini, mais quel fini est questionnable? Et donc, nous, on fera une analyse de l'induction en tant que jugement géométrique du bon ordre, qui, si vous voulez, peut être une réponse, pour ceux qui aiment revitaliser la vision hilbertienne au moins des années 20, est une réponse au fondement, évidemment, pas à travers une théorisation complète, mais ponctuelle à la preuve mathématique, en termes d'une induction qui a un sens géométrique. Et j'insiste à dire que le projet de complétude n'est pas rien. C'est comme la complétude des systèmes équationnels par rapport au monde, hein, l'hypothèse de complétude de Laplace. Et ce sont vraiment ces grands apports, ces grands projets richissimes qui ouvrent un siècle de mathématiques, hein, ce qui s'est passé avec Lagrange, Laplace, Hamilton, etc. Et dans le cas d'Hilbert, l'axiomatisation, le système formel, si vous voulez, les conséquences de Bourbaki en France, hein, qui est riche de résultats. Mais c'est très ancien, ça revient à quelque chose qu'il y avait déjà chez Berkeley, puisque, vous voyez, c'est l'analyse qui fait Berkeley de l'ajout du signe I, le I de complexe, qui n'avait pas de sens, c'était formel, purement formel. Et paf, on construit le corps complet. Donc, il y a un problème de complétude de nombres complexes par rapport aux solutions des équations algébriques, qui est le paradigme sous toute cette pensée, qui est un très grand résultat. Hein. C'est une grande audace de dire, j'ai des équations, je donne un nom à cette racine de moins 1 qui n'a pas de sens, qui est purement formelle, et paf, je fais une analyse complète des équations algébriques. Et parfois, j'ai même des solutions réelles en faisant un détour. Je prends un détour, je passe par CI, je reviens, paf, je tombe sur les réels. Donc, c'est un moment absolument extraordinaire. Ce qui sera explicitement la référence de toute la filière formaliste après. Aussi Peano dit cela exactement. C'est-à-dire, le paradigme, c'est d'avoir la complétude. Après, c'est peut-être pas cette théorie formelle-là, il faudra l'étendre, comme ils ont fait les anciens, en inventant le I formel. Il faudra faire une extension pour que ce soit complète. Le résultat de Gödel n'est pas seulement un résultat d'incomplétude, comme vous verrez. Le théorème de Gödel dit que l'arithmétique est incomplétable. C'est-à-dire, le théorème de Gödel dit qu'il n'y a aucune extension cohérente et complète. Hein? Donc, on ne peut pas faire le jeu de trouver un jour le I qui va la compléter. Il interdit le théorème lui-même. Hein? Donc, c'est pour ça énormément fort. J'avais oublié de mentionner dans ce parcours vers l'invention du signe formel le premier grand théorème de complétude. Si vous voulez, c'est la question des racines de 2 chez les Grecs. C'est quoi l'histoire? C'est de dire, bon, nous avons les entiers, disaient les Grecs, avec les rapports des entiers, les rationnels, on peut tout mesurer. Effectivement, avec les rationnels, vous mesurez n'importe quoi, si vous faites une mesure. Hein. Eh bien, par voie théorique, mathématique, on démontre que la diagonale du carré échappe à la mesure par rapport à un entier. C'est un théorème d'incomplétude. Vous pouvez aussi le dire comme ça.
Les équations linéaires à coefficients entiers sont incomplètes par rapport à la mesure de la diagonale du terrain. Donc, il y a là déjà un théorème d'incomplétude. Et c'est ça qui fait dire aux formalistes, d'accord, on pourra avoir dans notre parcours des résultats d'incomplétude, la racine de 2, pi, qui est transcendantal, mais on doit pouvoir suivre le paradigme qu'on a eu par rapport aux équations algébriques, les i imaginaires se signent, donc atteindre la complétude par voie formelle. Et j'insiste à dire que la réponse de Gödel, c'est radical, d'abord en détruisant une autonomie fondationnelle possible de la métathéorie, deuxièmement en donnant un théorème d'incomplétabilité, pas seulement de complétude, et donc, par conséquent, le deuxième théorème en démontrant l'indémontrabilité de la cohérence. Et ceci n'est pas seulement un cadre des discussions pour le fondement des mathématiques, mais bien plus général, puisque je ne sais pas vraiment quelle est toute la pensée sur la pensée de Hilbert. En tout cas, les conséquences, on le connaît. Et lui, il le dit en 27, il écrit que l'analyse formelle de la preuve et son hypothèse de complétude permettra d'analyser complètement les protocoles et les règles selon lesquels fonctionne notre esprit. Donc il y a un projet de connaissance au sens général du raisonnement de l'esprit. Donc formalisme, vous en connaissez les conséquences, des gens qui ont dit très longtemps, trop longtemps, que le cerveau est une machine de Turing, etc. Mais ça, c'est devenu... dans le temps, ça devient beaucoup plus vulgaire. C'est-à-dire, le projet de Laplace était énorme. Aussi, le projet de Hilbert est un très beau projet, quand même, malgré tout. Quand, dans le temps, la complétude du calcul formel par rapport au cerveau, ça devient beaucoup plus bas niveau, ça devient de pire en pire. Et ainsi de suite, aux conséquences différentes en différents domaines. Ok, je voudrais ces 5 minutes pour s'il y a des éléments de discussion. Avant que j'oublie, on se voit en salle W le 17. Je parlerai, j'aurai besoin de 2 heures entières pour vous dire les grands passages et pour analyser, pour donner la preuve du théorème de Gödel modulo quelques lemmes essentiels. Je voudrais donner priorité aux étudiants, aux jeunes, que pour les questions, tout ça, sinon j'ai peur que mes collègues les découragent dans les interventions, s'il y a des questions, des remarques. Oui. Vous pouvez expliquer ce que vous entendez quand vous dites que le langage comme les mathématiques, c'est un constitué? Le langage, je dirais les mathématiques. On parlait entre les mathématiques et le langage, on voit que dans les 2 cas, c'était un constitué. Je n'en aurais pas une théorie, sûrement pas de la naissance des langues humaines. Ça, c'est un autre enjeu encore plus vaste. Certainement, c'est une constituée de la pratique sociale de la communication, la moindre chose qu'on puisse dire. Les langues n'étaient pas déjà là, ils sont avant l'homme. Et dans le cas des mathématiques, c'est un constitué tout d'abord de rapport à l'espace. C'est ça qui enracine les mathématiques avant le langage. C'est-à-dire, nous partageons avec pas mal d'animaux l'appréciation de ce qui est en bord, ce qui est une trajectoire. Évidemment, la trajectoire de la proie qui est dessinée par les saccades d'un animal qui précède la proie, qui trace la courbe de poursuite, courbe mathématique très difficile. Elle est tracée, les animaux FOVA tracent la courbe de poursuite avant d'y s'y engager. Évidemment, ils n'ont pas le concept, donc c'est une pratique de l'invariant, mais que j'appelle un invariant mathématique. Ils le pratiquent sans le conceptualiser. Puis, après ça, avec le langage, nous construisons cette montagne qui sont les mathématiques. Mais derrière, nous comprenons qu'est-ce que c'est qu'une ligne sans épaisseur par les gestes qui fait le maître, ou qui les trace sur le tableau noir. Et nous concevons cela puisqu'on la suit avec la FOVA exactement comme un animal suit la proie.
et l'intelligibilité du maître qui fait la trace passe à l'élève qui regarde, puisqu'il est un mammifère avec la fovea. Ils ont en commun cela. Et donc, l'intelligibilité est enracinée sur ce rapport très profond à l'espace, à l'action dans l'espace. C'est difficile de trouver d'autres formes de connaissances qui précèdent à tel point le langage. Et puis, le langage est essentiel, puisque c'est un langage qui est la conceptualisation, jusqu'à Cantor. Et puis, la trajectoire continue, il y a tout un parcours énorme à faire. Mais de ce sens-là, je dis, en constitué. Comme l'intuition mathématique est un constitué, encore une fois, très ancien, donc partagé par tous les hommes, presque tous, puisque un mathématicien du XXe siècle a tellement dans la tête Cantor que son intuition du continu, je parie les vôtres, s'il y a des matheux ici, et celle de Cantor, on ne s'en sort pas. C'est très difficile, en fait, de s'en sortir. Donc, il est à tel point constitué qu'il est même constitué par des théories mathématiques relativement récentes. Mais ça, ce sont des choses qu'on peut changer. Donc, les gens qui font du continu à la Weird Bell, dans les topos, veulent développer notre intuition. Ils ont des difficultés, je crois, puisque c'est tellement profond, elle est tellement belle, la construction de Cantor, tellement forte, qu'on ne s'en sort pas facilement.